Versailles, 1841. Au milieu de sa toute nouvelle galerie des batailles, le roi Louis-Philippe pose pour un nouveau portrait. Uniforme de parade, décorations officielles, plan de la galerie, rien n'est laissé au hasard. Pourtant, sur son bureau, un objet attire l'œil. Une curieuse statuette de Jeanne d'Arc, sculptée par sa fille, la princesse Marie d'Orléans. Cela fait alors 2 ans que Marie a succombé à la tuberculose, et sa disparition tragique a motivé son père à faire agrandir la nécropole familiale. À 60 km de là, les plus grands artistes du royaume sont réunis sur le plus ambitieux chantier du moment. Bien qu'il soit l'un des monuments pionniers de la mode néo-gothique, la plupart des Français n'ont jamais entendu parler du domaine royal de Dreux. Et pourtant, cette élégante chapelle, avec ses 25 gisants sculptés d'une finesse exceptionnelle, aurait pu devenir un haut lieu de l'histoire de France. Au lieu de cela, celle que l'on surnomme le Saint-Denis des Orléans est restée dans l'ombre du véritable Saint-Denis. Contrairement à la grande abbaye royale où repose 43, seul repose à Dreux le dernier roi français en date, Louis-Philippe Ier, héritier de cette sulfureuse maison. Mais alors, comment ce modeste domaine d'Eure-et-Loir est-il devenu la nécropole d'une dynastie royale avortée? Et surtout, comment un si bel édifice a-t-il pu tomber dans l'oubli avant même de connaître son âge d'or? Pour répondre à toutes ces questions, nous devons remonter le temps 200 ans plus tôt, direction le grand siècle. La maison d'Orléans, 4e de son nom, a été fondée par le frère cadet de Louis XIV. Si le prince Philippe n'a pas hérité de la couronne, la famille d'Orléans reste alors l'une des plus puissantes du royaume, du fait de leur immense fortune héritée et de leur réseau d'influence. Cette richesse leur ouvre les portes des plus prestigieuses demeures du royaume. Le palais royal, érigé par le cardinal de Richelieu, devient leur fief parisien. C'est ici qu'est né le personnage central de notre histoire en 1773. Louis-Philippe voit ainsi le jour dans cet ensemble architectural, qui est alors l'un des centres de la vie mondaine parisienne. De l'autre côté de la Seine, les Orléans possèdent aussi le château de Saint-Cloud. Ce palais, véritable concurrent au faste de Versailles, a malheureusement été incendié pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Il ne nous reste aujourd'hui que quelques précieuses photographies de ce joyau et une association qui milite régulièrement pour sa reconstruction. D'ailleurs, si une vidéo sur les monuments français disparus t'intéresse, viens me le dire en commentaire. Le domaine royal de Dreux, quant à lui, est entré dans le patrimoine de la maison grâce au mariage entre Philippe Égalité et la duchesse de Penthièvre en 1769. Lui était le cousin de Louis XVI et héritier de la puissante maison d'Orléans. Elle, la plus riche héritière de son temps, venant renforcer encore la fortune, l'influence et les possessions foncières de son mari. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus influents de France. Mais la tourmente révolutionnaire ne tarde pas à bouleverser cet équilibre. En quelques mois, le paysage politique se fracture et la famille d'Orléans se retrouve entraînée dans un enchaînement de drames, de choix controversés et, pour certains de ses membres, d'opportunités inattendues. Les premières opportunités se présentent aux Orléans dès 1789. Sentant la Révolution approcher, et avec elle une si rare opportunité pour un noble rongé par l'ambition, le duc d'Orléans va très vite se rallier au projet révolutionnaire. Son objectif est simple, être nommé lieutenant général du royaume, c'est-à-dire être investi temporairement des pouvoirs royaux, ou bien être nommé régent. Cela sous-entendait déjà l'abdication de Louis XVI au profit de son fils, le dauphin Louis-Charles, âgé de 4 ans. Avant même que l'idée de remplacer le roi ne se pose dans la population, le duc d'Orléans fut ainsi l'un des premiers Français à souhaiter la chute de son cousin Louis XVI. 3 ans plus tard, son agenda a bien avancé. Au cœur du chaos, alors que la monarchie vacille et que personne ne parvient à prédire le sort des institutions, celui qui se fait désormais appeler Philippe Égalité prend une décision qui marquera l'histoire. En 1792, lors du procès hautement politique de Louis XVI, il vote pour la condamnation à mort du roi. Si la légende qui veut que son vote ait fait basculer la majorité d'une seule voix est sujette à débat, une chose est claire, il contribue directement à la chute du monarque. Cette décision évidemment calculée et guidée par l'ambition, loin de lui ouvrir les opportunités qu'il espère, va vite retomber sur sa famille. Son beau-père, le duc de Penthièvre, se retire dégoûté sur ces terres normandes où il finit sa vie dans la dévotion, la charité, mais surtout la mélancolie d'avoir perdu tant de proches. Fait suffisamment rare pour le souligner, cet homme, le plus riche du royaume de France, s'est éteint en 1793. En pleine Révolution, il ne fut pas guillotiné ou exécuté, mais est mort de ses vieux jours, entouré d'une population locale qui l'avait gardé en admiration.
6 novembre 1793, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Moins d'1 an après avoir condamné à mort son cousin, Philippe Égalité passe à son tour sous la guillotine, victime de la terreur qu'il a contribué à alimenter. Devenue veuve, la duchesse de Penthièvre et d'Orléans est emprisonnée au palais du Luxembourg, où elle force l'admiration de ses geôliers par sa piété et son courage. Tout ce temps, elle fut séparée de son fils Louis-Philippe, qui vivra une expérience sans doute unique pour un prince de sang de son époque. D'abord engagé dans les armées révolutionnaires et combattant à la célèbre bataille de Valmy, il se réfugie ensuite en Suisse, où il enseigne sous un nom d'emprunt. Démasqué, il s'exila ensuite dans les pays scandinaves, devenant même le premier Français à atteindre le Cap Nord. En 1797, avec l'autorisation du Directoire, il part avec ses frères pour Philadelphie. Il aura l'occasion d'explorer le nord-est des tout jeunes États-Unis et même de s'aventurer jusqu'à La Havane. Il ne retournera en Europe qu'en janvier 1800, rejoignant l'Angleterre. De l'autre côté de la Manche, les troubles révolutionnaires s'achèvent à peine alors que Napoléon prend le pouvoir. Cela ne change rien pour Louis-Philippe, car la plupart des nobles exilés restent persona non grata en France. C'est finalement en Sicile, dans la belle ville de Palerme, qu'il fera la rencontre de son épouse Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Ils y auront leurs 3 premiers enfants. Maintenant que nous avons présenté la fresque rocambolesque de l'époque, nous allons enfin pouvoir nous intéresser à notre sujet, la genèse de la chapelle royale de Dreux. En 1814, après 25 ans de chaos révolutionnaire, les survivants de la noblesse exilée qui le souhaitent peuvent enfin rentrer en France. Mais le pays qu'ils retrouvent est méconnaissable. À ce moment, la plupart des châteaux privés ont été pillés, vendus et même parfois démontés pour en récupérer la pierre. Les Bourbons, de retour sur le trône avec Louis XVIII et Charles X, reprennent possession des biens royaux et impériaux, souvent remis en état après l'occupation napoléonienne. Pour les nobles qui ont émigré en revanche, tout reste à reconstruire. La plupart doivent se contenter des biens qu'ils ont réussi à emmener en exil ou à investir à l'étranger. Il ne faut attendre que 2 mois après la chute de l'Empire pour que la duchesse d'Orléans et son fils Louis-Philippe ne rentrent en France. À leur retour, elle découvre que le domaine de Dreux, qui aurait dû lui revenir à la mort de son père en 1793, a bien changé. Avant la Révolution, le site comprenait le château, mais aussi l'église collégiale Saint-Étienne, où avaient été inhumés les membres de la famille Penthièvre juste avant la Révolution. Comme tant d'autres domaines, Dreux a été saisi par les autorités révolutionnaires, puis vendu aux enchères. Ces biens attiraient généralement des artisans ou des commerçants désireux de récupérer la pierre ou le bois. À Dreux, un marchand de bois chartrain démonta d'abord la charpente de l'église, avant qu'un maçon ne s'installe dans le château. Après lui avoir racheté le domaine et retrouvé la fosse commune où furent jetés ses aïeux, la duchesse put enfin lancer la construction de la chapelle. En 1816, elle est bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Construite d'abord dans un style néoclassique, toujours à la mode à cette époque, l'extérieur ressemblait plutôt à ça. Hormis son fronton triangulaire soutenu par des colonnes, on peut dire que la chapelle était plutôt sobre. Le vrai spectacle se trouvait surtout à l'intérieur. Bien qu'elle ait été profondément transformée, la chapelle royale conserve aujourd'hui encore son décor néoclassique originel, visible dans la chapelle haute. Ce style, directement inspiré de l'Antiquité, connut un essor fulgurant à partir du milieu du XVIIIe siècle. Contrairement à d'autres mouvements architecturaux, dont les codes se sont mis en place progressivement sur des décennies ou même des siècles, l'émergence du néoclassique peut être datée avec précision. Tout commença avec les découvertes archéologiques de Pompéi et d'Herculanum dans les années 1730. Fascinés par ces vestiges, les architectes s'approprient alors les règles de l'architecture antique qu'ils fantasmaient depuis la Renaissance. Sous Louis XV puis Louis XVI, on retiendra surtout les œuvres de Ange-Jacques Gabriel, auteur du Palais de Compiègne, et de Jacques-Germain Soufflot, créateur de la sublime église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon. Mais à l'étranger, c'est aussi le style du théâtre Bolchoï à Moscou, de la Banque d'Angleterre à Londres ou de la ville de Washington, avec ce que les Américains appellent le style fédéral. Pendant une quinzaine d'années, la chapelle royale de Dreux reste donc une nécropole modeste mais élégante, destinée au repos d'une famille noble. Mais à partir de 1830, tout va changer pour les Orléans. Depuis la Révolution en 1789, il y a eu la Constituante, la Convention, les guerres contre les monarchies européennes, la Terreur, les guerres de Vendée, le Directoire, le Consulat, l'Empire, et enfin, la restauration de la monarchie des Bourbons. Entre 1814 et 1830, Louis XVIII et Charles X, tous deux frères de Louis XVI, ont tenté de doter la France de nouvelles institutions, conciliant l'histoire millénaire du régime et les acquis de la Révolution. Hélas, tiraillés entre ultra-royalistes,
Nostalgique de l'épopée impériale et partisan d'une nouvelle république, il peine à satisfaire qui que ce soit. Une série d'impasses et de tensions politiques aboutira à une nouvelle révolte parisienne en 1830, qui fera fuir la famille royale du Palais des Tuileries, laissant le champ libre à un nouvel acteur. C'est la révolution des Trois Glorieuses. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le régime républicain est encore loin de faire l'unanimité à cette époque, y compris parmi les libéraux. Le choix se porte alors sur l'accession au trône d'un roi plus libéral, partisan d'une politique du juste milieu. C'est ainsi que Louis-Philippe devint roi, réussissant là où son père avait échoué, et marquant le début d'une nouvelle ère pour la maison d'Orléans. Je ne reviendrai pas sur les détails du règne de Louis-Philippe, là n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que le nouveau roi a rompu avec toutes les traditions monarchiques. D'abord, il ne fut jamais sacré, ni à Reims, ni ailleurs. Ensuite, il renonça à la monarchie de droit divin, lui préférant un pouvoir octroyé par le peuple. Finit également l'appellation de roi de France. Louis-Philippe Ier sera le roi des Français. Avec autant de renoncements à ces traditions pourtant millénaires, on imagine mal Louis-Philippe demander son inhumation à Saint-Denis. Dreux, sa nécropole familiale, apparaît alors comme le lieu le plus naturel pour lui offrir une sépulture digne de son histoire et de sa maison, tout en marquant la rupture avec ses prédécesseurs. Sous Louis-Philippe, la chapelle royale de Dreux quitte définitivement sa relative sobriété néoclassique pour entrer dans une nouvelle ère. Le roi souhaite faire de ce lieu non seulement une nécropole familiale, mais avant tout un symbole de son prestige et de sa nouvelle dynastie royale. Exceptionnellement, Louis-Philippe convoque le passé et ordonne la création d'un tout nouveau décor extérieur reprenant les codes du style gothique qui a fait rayonner la France au Moyen-Âge. En 1830, à la faveur du romantisme qui émerge, les élites françaises se passionnent en effet pour les ruines du Moyen-Âge et ses grandes épopées, des croisades à Sainte-Jeanne d'Arc. C'est dans ce sillage que Victor Hugo publia son roman Notre-Dame de Paris, dans lequel il alerte sur l'état de la cathédrale et plus largement du patrimoine français. Enfin, c'est aussi sous le règne de Louis-Philippe que fut créée la Commission des monuments historiques, destinée à leur conservation et à leur restauration, comme à Vézelay ou Carcassonne. Ainsi, avec ses arcs brisés, ses voûtes élancées, ses vitraux et ses grandes fenêtres, la chapelle drouaise devient un monument à la fois moderne et rattaché par son style à la grande histoire de France. Pour sa construction, les grands artistes de l'époque sont mobilisés. Des sculpteurs renommés décorent l'édifice, tandis que des peintres, comme Ingres ou Delacroix, en dessinent les nouveaux vitraux. Dreux devient ainsi un véritable chantier d'exception, où l'art sert la mémoire. La chapelle ne se contente plus d'accueillir les morts. Elle cherche à légitimer, à travers son architecture et ses décors, une nouvelle dynastie française. Lorsqu'on franchit le seuil de cette chapelle royale redécorée, on comprend immédiatement l'ampleur du projet. Elle est un manifeste artistique autant qu'un tombeau. Ces aberrations architecturales, dues au mélange des styles, s'effacent rapidement au profit de la beauté des lieux. Le dôme, s'élevant au-dessus de la chapelle haute, vient donner de l'ampleur à un édifice autrefois de taille modeste. En son centre, une représentation de la Pentecôte vient baigner de lumière le centre de la chapelle. De part et d'autre de l'autel, deux saints sont représentés, et ils n'ont pas été choisis au hasard. Saint Louis, roi de France et patron des Capétiens, et Saint Philippe, comptant parmi les premiers disciples du Christ. Il nous ouvre la voie vers les escaliers menant au vrai trésor de la chapelle, sa grande crypte. Oubliez vos idées reçues sur les cryptes. Loin des ambiances sombres et poussiéreuses, celle-ci rayonne de lumière grâce à ses grandes verrières gothiques. Les gisants constituent évidemment l'élément le plus frappant du lieu. Réalisés par des virtuoses de la sculpture, ils représentent les défunts dans des styles résolument romantiques. On y découvre les vies de tous ces princes que l'histoire a oubliés. Des explorateurs, des militaires, des artistes ou même des enfants. Parfois, certains monuments funéraires se répondent. Par exemple, la sépulture du prince Ferdinand Philippe, le fils aîné du roi et héritier de la couronne, décédé accidentellement pendant son règne. Il repose aux côtés de son épouse, la duchesse Hélène, qui était protestante. La chapelle royale étant affectée au culte catholique, une petite chapelle annexe lui sera dédiée afin qu'elle puisse reposer auprès de son mari, tendant la main vers lui. Un autre gisant sur lequel j'aimerais m'attarder, celui de la princesse Marie d'Orléans. La fille du roi, que nous avons évoquée en introduction, possède l'une des histoires les plus touchantes. Sculptrice de talent, elle a disparu tragiquement après avoir contracté la tuberculose. Elle n'avait que 24 ans. Cette âme tourmentée est née en 1813 pendant l'exil de son père à Palerme. Dès ses 9 ans, elle reçoit une éducation artistique auprès d'Harry Scheffer, un peintre hollandais qui deviendra plus tard le maître d'Auguste Bartholdi. Si elle a toujours dessiné, ce n'est qu'après le départ de sa sœur Louise, devenue reine des Belges par son mariage,
qu'elle se lance dans la sculpture. Tombée dans une profonde dépression, elle réalise d'abord Jeanne d'Arc pleurant à la vue d'un Anglais blessé en 1834, puis sa célèbre Jeanne d'Arc en prière. Cette statue a été reproduite de nombreuses fois, au point que j'en possède une copie dans mon bureau. Mes 2 exemplaires ont une importance toute particulière. Le premier, c'est bien entendu l'original en marbre. Répondant à une commande de son père pour Versailles, son inauguration a été immortalisée en peinture. La seconde, c'est celle qui repose à ses côtés pour l'éternité, comme un hommage à celle qui fut l'une des pionnières du mouvement romantique français. Cette anecdote, j'ai décidé de la présenter dans mon premier livre photo, À la découverte du patrimoine, qui est sorti en septembre. C'est une invitation au voyage, à la découverte de la chapelle royale de Dreux et de 23 autres monuments exceptionnels de notre beau pays. Si tu es toujours devant cette vidéo, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il est fait pour toi. Il est disponible en librairie ou sur le lien en description. Finalement, en voyant cette profusion artistique jusque dans les moindres détails, on peine à comprendre pourquoi ce site n'a pas eu la postérité qu'il méritait. Désormais intimement lié au destin du roi, le domaine royal de Dreux va tomber en disgrâce avec lui. Après une série de crises économiques et politiques, le roi qui fut porté sur le trône par une révolte parisienne se fera finalement déposer par une autre révolte parisienne. Sentant son heure venir, il abdique rapidement en faveur de son petit-fils pour, je cite, ne pas finir comme Charles X. Il s'enfuit ensuite des Tuileries le 24 février 1848. Alors que son carrosse n'a toujours pas franchi la Seine, une équipe d'insurgés pénètre dans le palais pour brûler son trône en place publique. Sur l'autre rive, une seconde équipe envahit le palais Bourbon pour empêcher les députés de porter le comte de Paris sur le trône. La Deuxième République est finalement proclamée sur les marches de l'Hôtel de Ville. Sur le chemin, il n'aura de cesse de répéter « C'est pire que Charles X, 100 fois pire que Charles X ». Alors qu'il termine sa vie en Angleterre, le domaine de Dreux tombe petit à petit dans l'oubli. Malgré les princes qui y reposent, cette nécropole n'a jamais acquis le prestige qui l'aurait fait entrer dans l'histoire. À sa mort en 1850, la France a déjà trouvé son nouvel homme providentiel. Louis-Napoléon Bonaparte vient d'être élu président avec 74% des suffrages et s'apprête à reformer l'Empire. Louis-Philippe est d'abord inhumé en exil dans une chapelle de Weybridge. Il ne fut rapatrié à Dreux avec la reine Marie-Amélie qu'en 1876. Son monument funéraire, le représentant debout et fier face à la vie de Saint-Louis, semble faire fi de la réalité. Car pour les Français, la monarchie de Juillet n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ses anciens soutiens de la bourgeoisie ont déjà trouvé leur nouveau régime de cœur avec la Troisième République. La chapelle royale de Dreux ne fut pas pour autant abandonnée. Restée propriété de la famille d'Orléans jusqu'en 1972, date à laquelle elle fut cédée à la Fondation Saint-Louis, de nouveaux personnages illustres y seront inhumés par la suite. Parmi eux, le prince Henri, duc d'Aumale, grand collectionneur d'art et propriétaire du château de Chantilly, ou encore la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi l'impératrice, décédée au bazar de la Charité en 1897. Aujourd'hui encore, les princes d'Orléans continuent à être inhumés dans la crypte. Mais ce monument, grandiose, touchant et unique, n'aura jamais réussi à trouver le prestige que Louis-Philippe voulait lui offrir. Il reste un témoin de son époque, où la politique était instable, mais la France résolument tournée vers l'avenir en pleine révolution industrielle. C'est aussi le témoin d'une nouvelle ère artistique au XIXe siècle, qui se poursuivra pendant le Second Empire, puis pendant la Belle Époque. Des décennies de progrès, d'expérimentation, de splendeur artistique et architecturale, qui se termineront brutalement dans l'enfer des tranchées. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous vous demandez peut-être d'où sort cette chaîne, alors je vais prendre une minute pour me présenter. Je m'appelle Simon, ça fait 5 ans que je me suis donné la mission de faire découvrir le patrimoine aux jeunes Français. Sur Instagram, on est déjà 240 000 et ça fait un moment que c'est mon métier. Mais j'avais envie de passer au format long car ça devenait frustrant d'être limité à une seule minute pour faire découvrir ces merveilles. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans cette vidéo car je voulais vraiment que tout soit parfait. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je suis sûr que tu auras envie de m'aider. Je ne te demande pas d'argent, simplement de prendre le temps de liker cette vidéo, de t'abonner pour voir les prochaines, et surtout, c'est très important, d'appuyer sur le bouton booster. Cela permet à la vidéo d'être vue par plus de personnes, et si on s'y met tous, ça peut réellement faire x10 sur sa portée. Viens aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire, c'est la première fois que je me lance dans cet exercice, et il y a sûrement plein de choses à améliorer. Je viendrai répondre à tout le monde. Et enfin, n'hésite pas à faire un tour sur mon site pour commander mon livre à la découverte du patrimoine. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite, je l'espère. Vive la France, vive son patrimoine, salut les gardiens.